Salut à tous les amis, salut YouTube, c'est Mika, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Débrief du match entre l'Olympique lyonnais et Nantes, victoire non pas 1, non pas 2, mais 3-0 de l'OL. Avec un match qui, dans l'ensemble, fait plaisir. Alors oui, il y a des petits points négatifs qu'il faudra évoquer ensemble, notamment en première mi-temps, mais sur 90 minutes, l'OL a fait le taf. L'OL fait le taf et il fallait gagner pour plusieurs raisons. La première, évidemment, sportivement, pour recoller au classement, c'est super important, mais surtout, je dirais que aujourd'hui est une date tellement importante, on fêtait les 75 ans, un tout petit peu en décalé, du club, et quoi de mieux que le fêter par une victoire 3-0 contre Nantes, qui fait vraiment très très plaisir. C'est parti pour le débrief, mais avant de commencer, les amis, comme toujours, pensez au petit pouce qui fait vraiment très plaisir et qui aide grandement au référencement. Là maintenant, ça prend une demi-seconde et en plus, et ben c'est gratuit, donc pas d'excuse pour ne pas le faire. Pensez aussi à me dire en commentaire vos différents points de vue sur le match, vos tops, vos flops, qui vous a plu, est-ce que vous conserveriez l'animation en 3-4-2-1 de Fonseca qu'il voudrait apparemment pérenniser durant la CAN qui se profile à vitesse grand V, et enfin si vraiment vous aimez le contenu sur le 11 lyonnais, pensez à vous abonner, petit réflexe qui peut être utile entre nous, pensez à activer la cloche et pensez aussi à swiper dans l'espace commentaire vers la droite afin de booster le contenu, ça aide beaucoup, vraiment beaucoup au référencement et là encore c'est gratuit. Merci à toutes et à tous les amis, c'est parti. Alors pour commencer, voyons la compo de l'OL, le 3-4-2-1 que j'évoquais juste avant en intro, avec au cage Dominique Greif à droite dans l'axe axe droit Tessman, axe central Niakhaté, axe gauche Tagliafico, à gauche Abner qui fait un bon match, un vrai bon match, lui qui est buteur. À droite, Hans Hateboer qui lui fait un match très moyen pour le coup. Un double pivot de Carvalho plus Morton. Devant eux, deux joueurs en soutien de Martin Satriano, donc Tolisso axe gauche et Pavel Schulz axe droit. Un 3-4-2-1. Quand tu animes un schéma à 3 derrière avec deux pistons qui prennent le côté comme des TGV à droite, à gauche durant 1h30, c'est un schéma qui est hyper offensif. Mais le problème, et c'est un des points négatifs que j'ai vu durant une mi-temps pour l'OL ce soir, c'est que les schémas à 3 avec deux pistons omniprésents, eh ben, ils ont un petit peu tendance à t'enfermer dans une logique de décalage sur les côtés, centre, décalage, centre. Et durant une mi-temps, faut bien l'admettre, l'OL a un petit peu abusé des centres quasiment systématiquement. Durant 45 minutes, on voit un OL qui, globalement, comme souvent, a une forme de maîtrise technique. On a le ballon, à toi, à moi, décalage sur les côtés. On a abusé beaucoup des centres, beaucoup trop à mon goût, malheureusement. Ce qui a rendu le jeu un petit peu stéréotypé, hyper latéral sur les côtés, on a un petit peu revu le U de Genesio à l'époque avec cette circulation très peu incisive, très peu verticale, et j'étais un petit peu déçu de l'apport à droite d'Hateboer, très limité dans l'apport technique, malheureusement, alors qu'à gauche, Abner, lui, a été un plus assez évident pour l'équipe, mais on a manqué clairement de créativité afin de faire mieux dans le camp des Nantais, dans l'ultime tiers du camp des Nantais, malheureusement. Donc ça, c'est un petit peu le profil des 45 premières minutes, une mi-temps où l'OL, globalement, à la maîtrise, mais en transition verticale, en transition attaque-défense. À 3 ou 4 reprises, on a eu chaud au Mich. Et franchement, alors chaud au Mich, c'est un petit peu exagéré. Mais je pense que si Nantes avait un peu mieux, ne serait-ce qu'un tout petit peu mieux géré les transitions, avec le geste juste, le bon décalage, le bon tempo, je pense qu'on aurait été à ça, mais vraiment à ça, d'une petite déconvenue à la mi-temps. C'est vraiment le feeling que j'ai eu durant une mi-temps, un OL qui manquait d'équilibre, un OL qui, avec ballon, est plutôt dans la maîtrise globale, même si c'est pas non plus folichon. Il me semble qu'à la mi-temps, on est à 0,5 XG pour l'OL, c'est infiniment peu, mais c'est pas non plus surprenant. Les matchs récents de l'OL, hormis cette parenthèse enchantée contre Tel Aviv 6-0, les matchs récents en Ligue 1, on est entre 0,5 et 1,5 XG par match. Donc là, à la mi-temps, on est à 0,5 XG, c'est pauvre, il n'y a pas beaucoup d'occasions, de situations, parce que l'OL manque de capacité à pénétrer par la force technique dans le camp des Nantais. Un OL qui, globalement, a la maîtrise, un OL qui manque de créativité, mais surtout un OL qui manque de rigueur défensive, qui aurait pu coûter cher, mais vraiment coûter cher. Attention à ça, parce que là, heureusement, en face, ce n'est que Nantes,
mais si tu joues non pas Nantes, mais peut-être Lens, Lille, bref, qui tu veux, je pense qu'il y a matière à être un petit peu, même carrément déçu à la mi-temps. Et vraiment, on voit très vite au cours du match, au cours de la mi-temps, que l'histoire va être clairement définie. On a un OL qui a la possession, quasiment 2/3 du temps. Nantes en face, c'est bloc bas, groupé, avec une ligne de 5, donc 2 joueurs de côté qui vont venir serrer pour le plus possible colmater les brèches. C'est vraiment l'histoire du match. Et dans mon souvenir, à la 20e minute de jeu, en termes de passes, côté lyonnais et côté nantais, on est à 140 pour l'OL, 140 passes en 20 minutes, et seulement 46 pour Nantes, 3 fois moins. Voilà, pour moi, c'est un petit résumé, un échantillon sur le début de match de ce qui se produit, un OL qui veut maîtriser, un OL pas assez dangereux, et en face Nantes qui est là pour poser un petit peu le bus, et si possible sur un jeu très très direct, long ballon, vers Ablin notamment, faire mal à l'OL, et ils ont failli le faire malheureusement. Très souvent, c'est un petit peu le défaut de l'OL. Durant une mi-temps, qu'est-ce qu'on voit ? On voit une sortie de balle propre, c'est clean, nickel, à toi, à moi, nos centraux, Vertolisso, Morton, c'est propre, rien à dire. Mais après, ce qui suit dans l'ultime tiers du terrain, le camp des Nantais, ça manque d'inspiration. Et très souvent, on voit décalage à droite, décalage à gauche, surtout à gauche vers Abner et pas trop Attebourg. Décalage, centre, décalage, centre, décalage, centre. Il me semble, là encore à vérifier, mais qu'à la mi-temps, l'OL a centré quasiment 10 fois. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Et ce qui montre bien que même si l'OL maîtrise globalement, ça manque d'inspiration et c'est beaucoup de décalage, centre, décalage, centre. Alors pas tout le temps inspiré, un petit peu au petit bonheur la chance. Des centres en zone sans forcément trouver quelqu'un, même si à 2 ou 3 reprises, Pavel Schulz, Satriano aussi, on aurait pu faire une différence avec un peu plus de justesse technique. Et le tournant du match, eh bien, c'est le carton rouge. Le rouge que prend Mwanga après, je crois, la demi-heure de jeu. Le pied est très très haut sur la clavicule gauche de Attebourg. Grosse faute, il n'y a pas de débat possible. Carton rouge normal et mérité. Et à 10 contre 11, plutôt à 11 contre 10, je me suis dit que l'OL allait logiquement faire la différence. Mais le problème, c'est que Nantes se regroupe bien. Nantes est plutôt compact et solide, et nous, on manque toujours de créativité. C'est un petit peu le mot-clé durant les 45 premières minutes de l'OL. Un OL qui manque de créativité, d'imagination et qui se heurte à un mur. Donc à la mi-temps, 0-0. Un OL qui manque de créativité, un OL qui est déséquilibré. Un côté gauche cohérent et pertinent. Un côté droit qui était, je trouve, défaillant, pas assez porteur offensivement. Bref, il y a quelques éléments à revoir en seconde mi-temps. Alors en seconde mi-temps, eh bien, le match se débloque assez vite parce que l'OL a la très très bonne idée de marquer le 1-0, et forcément à 1-0 et à 11 contre 10, c'est quand même plus facile, le match se goupille mieux, et l'OL parvient de plus en plus à mettre sa main, sa patte sur le match. Après ce 1-0 d'Abner, un fort joli but, un but d'attaquant. D'ailleurs, Abner, j'y pense, mais est-ce qu'il ne serait pas l'un de nos latéraux les plus prolifiques depuis très 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 longtemps ? Parce qu'il state, Abner, il met des buts. Maintenant, avec l'expérience des matchs, on le connaît un peu mieux, l'ami Abner, les qualités, les défauts, le bon pied gauche, et aussi parfois, même si depuis quelques temps c'est moins le cas avec l'OL, il faut aussi lui rendre ce qui lui appartient à l'ami Abner. Mais voilà, c'est un latéral qui, offensivement, il peut apporter beaucoup par les centres, les débordements, dédoublements, le jeu au pied, le petit jeu en petits espaces. Il a ce truc-là. C'est un profil de latéral gauche que moi j'aime bien comparer à un latéral brésilien qu'on a connu en Ligue 1 il y a maintenant quasiment 10 ans, 2014-2015, c'est ça, oui, il y a 10 ans, un certain Dalbert. Vous me direz en commentaire si vous vous rappelez de Dalbert, le Niçois qui est passé après à l'Inter Milan, latéral gauche brésilien, hyper offensif, défensivement un petit peu, même carrément laxiste à l'époque, mais un bon latéral gauche que j'aimais bien et qui était sacrément offensif pour le coup. Et il a un petit peu ça aussi, l'ami Abner, le côté apport offensif vraiment important, qualité technique sous pression, petits espaces, bon pied gauche, les centres, décalage. Il a ça en lui, et il faut le dire que l'apport offensif est de qualité quand il est aligné avec l'OL. Et là, forcément, à 1-0 et en plus à 11 contre 10, le match change, et c'est la très belle histoire du match. Martin Satriano, l'Uruguayen, qui met non pas 1, mais 2 buts, et quel doublé il nous plante. De une, un ciseau,
Pas mal, déjà, pour commencer. 1-0, une scène de joie collective magnifique où il y a un petit peu tout qui se mêle là-dedans, quoi. Les émotions de marquer un but après une disette de quasiment 10 matchs, c'est beaucoup, c'est tellement long. Il y a aussi le fait que, n'oublions pas, qu'il a eu une blessure très grave et que là il revient et que c'est long, c'est un chemin de croix compliqué pour un blessé au foot. Donc il revient, il plante, c'est la libération et on sent que tout le monde est là pour l'épauler. Moi durant le match, j'ai vu quand même 2-3 situations où j'ai un petit peu pressenti le fait que Tolisso voulait vraiment faire marquer Satriano. C'était assez frappant. Schulz pareil, ils l'ont beaucoup cherché, pas tout le temps trouvé c'est vrai, mais là sur le 1-0, c'est beau à voir. Un but magnifique, ciseaux acrobatiques de numéro 9 qui sent les coups et des émotions, de belles émotions, mais ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là, car dans la foulée, boum, 2-0. À gauche, débordement, centre en retrait, et là, il arrive, il jaillit, externe du droit, bam, sous la barre de Lopez, un but imparable, un but de numéro 9. Parce que beaucoup ont dit, oui, il n'a pas les bons appels, il n'arrive pas à se déplacer, il ne sent pas les coups, il n'a pas le flair. Tiens, mon œil, les 2 buts qu'il met, c'est 2 buts de numéro 9, et d'un 9 de qualité, parce que oui, dans le foot, là encore, faut le rappeler, il n'y a pas de mauvais joueurs. Il n'y a pas de tocard dans le foot, comme beaucoup peuvent le dire malheureusement. Tout est question de confiance. Et on le voit bien, dans ce qu'il fait, les 2 buts qu'il met, c'est le même joueur qui ratait des face-à-face évidents de la tête il y a encore une semaine. C'est le même joueur. La différence, c'est la confiance, parce qu'il a su, au cours du match, se donner lui-même confiance par les courses, les replis, les mouvements, générosité, et c'est un petit peu un cercle vertueux. Quand tu mets tous les ingrédients pour réussir ton match, tôt ou tard tu es payé, tu es récompensé. Donc voilà, score final 3-0 pour l'OL, un match au global plutôt maîtrisé en 2 temps, une mi-temps un petit peu tristoune, une seconde mi-temps avec des faits de match qui ont aussi, il faut le dire, aidé l'OL à mieux gérer, le rouge, le but qui arrive très vite en seconde mi-temps, bref, ça se goupille bien, on prend 3 points, c'est très positif, et aussi, il y a plein de belles histoires. Entre le but, le doublé que met Satriano, le retour, le comeback d'Aurel Mangala, bref, plein de belles histoires au fil de la journée, je dirais, pour l'anniversaire de l'OL, les 75 ans du club qui ont été fêtés d'une bien belle façon, il faut le dire aujourd'hui. Le match des légendes, l'hommage rendu à Jean-Michel Aulas, le match contre Nantes, 3 points, Satriano, Mangala, bref, beaucoup de très bonnes nouvelles pour l'OL qui font franchement plaisir. Et au classement Legon, que je mets à l'écran là maintenant, l'OL est ce soir, donc dimanche soir, nous sommes 6e avec 24 points. Alors c'est assez serré quand même, hein. C'est très très serré même pour le coup, puisqu'on est à égalité avec Rennes qui est 5e, 24 points. On est à 2 points de Lille qui est 4e, 26 points, donc on est à 2 points des places de Ligue des Champions. Juste au-dessus, on a Marseille qui est 3e avec 29 points, le PSG 30 points, et donc Lens de Pierre Sage qui est leader avec 31 points. Rendez-vous compte le job immense que fait Pierre Sage. Waouh! Le gars, il a à peine 2 ans d'expérience en Ligue 1 comme coach, comme numéro 1 sur un banc, et il prend un club comme Lens qui a perdu beaucoup de joueurs durant l'été après différentes problématiques financières, et il les place leader de Ligue 1 avec 31 points. Bravo, chapeau et respect, monsieur Pierre Sage, pour ce qu'il fait avec le Racing Club de Lens. Donc nous, on est 6e, c'est plutôt pas mal. On est à portée des places européennes. Si l'OL avait en plus la très bonne idée de prendre 9 points sur 9, 3 matchs, 3 victoires, dont une contre le Havre, je crois, je pense qu'il y a un monde où à la mi-saison, on serait éventuellement 4e, 5e. C'est pas impossible, on n'est pas loin, il manque pas grand-chose. Si tu as un 9 qui claque enfin des pions, si tu parviens à mettre par match plus que 1 XG, si tu encaisses peu, tu auras, je pense, 3 ingrédients qui pourraient nous faciliter la vie et pourquoi pas espérer être bien placé à la mi-saison en Ligue 1. Alors rapidement les amis, les tops et les flops du match au rayon des tops. Pour commencer, j'aurais pu dire plein de joueurs. J'ai aimé ce qu'a fait Pavel Schulz, hyper disponible, dans ce profil tellement atypique de joueurs 9,5 des années 90, ma génération quoi. Les 9,5 de l'époque étaient ces joueurs proches du numéro 9 qui devaient le coller,
créer des brèches, être disponible, penser au but en termes de stats, penser au but, marquer des buts, stater. C'est un petit peu un profil de joueur qui a disparu au fil du temps. Je dirais que le dernier des Mohicans, c'est un petit peu Thomas Müller au Bayern, mais depuis, c'est un poste qui disparaît dans le foot de maintenant, 9,5. Et c'est un petit peu ce profil qu'il a, Pavel Schulz, très disponible à droite, dans l'axe, et quand il est proche des cages, ça c'est un point qui pour moi est super important, Pavel Schulz, il a un petit peu de visage. Il y a un Pavel Schulz dans le cœur du jeu, au milieu de terrain. Bon, c'est bof, c'est pas foufou, on va dire, c'est pas un joueur qui est transcendant. Et il y a un Pavel Schulz qui est proche des cages adverses. Et plus il est proche des buts adverses, plus c'est un timbré. Plus il est fou, plus il est tueur en série. Mais vraiment, c'est pas le même joueur. Il est très très différent. Quand il est proche des cages, vous remarquerez, Legon, il a souvent le geste juste. Contrôle orienté, il tire très vite, il arme vite et il cadre. Il cadre beaucoup. Aujourd'hui encore, il a une action sur un ballon, je crois, de Tolisso, dans mon souvenir, à vérifier, de la gauche vers la droite. Il appelle le ballon, il se l'emmène bien, contrôle orienté, frappe, et ça se joue à rien, quoi. Mais il a ce truc en lui, il a ce flair des numéros 9,5 qui veulent stater, qui sentent les bons coups, et qui sont attirés par le bruit des filets. Lui, il l'a, Pavel Schulz. J'aurais pu dire aussi Tessman, qui fait un match de qualité, je trouve. Comme central, un petit peu le Bodmer de l'époque à l'OL, le Laurent Blanc de l'époque, pour les plus anciens qui auront la référence, qui avait reculé numéro 10, numéro 6, puis central. Je pense que Tessman, c'est ma take, comme diraient les plus jeunes, mon opinion du jour. Je pense que Tessman a les qualités pour faire un bon central. Alors il y a du boulot dans le 1 contre 1, pour être plus agressif, il y a du boulot à ce niveau-là, mais en termes de relance, balle au pied, dans ce que demande Fonseca aux centraux, je pense qu'il peut être une plus-value énorme pour sortir proprement les ballons. Et au rayon des tops aussi, évidemment, je mets Satriano, buteur, double buteur, avec un match qui, je l'espère, sera pour lui enfin le déclic psychologique. Comme dirait CR7, les buts, c'est comme le ketchup, t'appuies une fois dessus et après ça part, t'en mets 10, 15, 20. J'espère, si possible, que ce sera le cas pour lui. Ça ferait du bien à la fois aux joueurs et aussi à l'OL qui a besoin d'un numéro 9 qui claque des pions. Et au rayon des flops, rapidement, parce que c'est un petit peu dur de dire qu'il y a un mec qui était en dessous du lot aujourd'hui, mais je dirais que Hateboer, dans l'apport offensif, techniquement, alors il a fait une course de cheval en début de match, où je me suis dit, il sait faire ça, lui, il sait courir aussi vite, Hateboer, mais à part une course à la Usain Bolt, pour le reste, c'est assez pauvre. Donc mon petit flop, ce serait Hateboer, pour un match qui est globalement moyen, assez moyen. Voilà les amis, tout ce que je voulais vous dire. Clap de fin sur ce match entre l'Olympique Lyonnais et Nantes, 3-0. L'OL qui est ce soir 6e de Ligue 1, 24 points, et donc replacé dans la course aux places européennes, avec une très belle journée pour l'anniversaire de l'OL, le match des légendes, l'hommage à JMA, le match contre l'OL, 3 points, Satriano, Mangala qui revient, bref, tellement de belles histoires, une bien belle journée pour nous, supporters de l'Olympique Lyonnais. Sur ce, les gars, portez-vous bien, allez l'OL plus que jamais, ciao ciao.